Bonjour, bonjour à tout le monde. Je ne vais pas du tout parler sur le français, je vais parler sur le catalan. Je suis la lectrice d'espagnol du département de français ici à UTM. On m'a demandé de participer, mais moi je parle français, mais je ne connais pas la situation du français, et du coup on m'a demandé si je pouvais parler sur le catalan, et voilà pourquoi ma présentation aujourd'hui. Je ne vais pas parler sur les défis mondiaux du catalan, parce que je ne pense pas que c'est si intéressant. Je vais parler par contre sur les défis nationaux, parce que aussi avec les événements qui se sont arrivés récemment en Catalogne, je pense que c'est plus intéressant. Et voilà. Je vais parler dans cette communication plutôt sur quelle est la situation de la langue catalane aujourd'hui et quels sont ses défis nationaux. Et voilà, on commence en parlant où est-ce qu'on parle le catalan aujourd'hui. Et le catalan est parlé dans plusieurs territoires, l'Espagne, la Catalogne, la communauté valencienne, les îles Baléares, l'Aragon, juste à la frange est. À Murcie, il y a un canton où on parle le catalan aussi. Et ça se parle aussi dans les autres pays. En Andorre, la France, dans cette région qui s'appelle la Catalogne Nord, et l'Italie. Juste dans la ville d'Alghero, qui se trouve dans l'île de Sardine. Et voilà, on commence avec la situation actuelle du catalan. On va voir, on va parler sur le catalan et ses territoires, sur le catalan et sa variation régionale, sur le catalanophone et l'utilisation de la langue, la situation légale de la langue catalane et aussi la situation sociolinguistique du catalan. Et voilà. On commence par la variation. On commence avec la variation régionale du catalan. Voici les grands groupes dialectales de la langue catalane qui sont le catalan oriental et le catalan occidental. Si vous voulez. Si vous voyez la ligne noire épaisse représente les frontières entre les différents pays. Les lignes noires fines sont les frontières entre les communautés autonomes et la ligne bleue montre la frontière linguistique entre les catalans et les autres langues, soit l'espagnol, le français, l'italien ou l'occitan. Et la ligne rouge montre la séparation entre les catalans oriental et l'occidental. Après, et voilà, vous avez quelle est la différence entre tous les groupes dialectales. Mais maintenant, je vais passer à parler sur les catalanophones et l'utilisation du catalan. Et voilà. Ce sont des données de 2013 dans l'informe de l'Institut d'Estudis Catalans sur la situation de la langue catalane en 2012, qui est les plus récents et les plus complets. Selon ces données, le numéro total des parlants du catalan, c'est presque 14 millions. La première colonne à gauche est pour les gens qui comprennent le catalan. La deuxième, c'est pour les gens qui peuvent parler le catalan. La troisième, c'est pour les gens qui peuvent l'écrire. La quatrième, c'est pour les gens qui ne les comprennent pas. Et la cinquième, pour les gens qui ne les parlent pas. Et la sixième, pour la population totale. Et dans ces données, qui sont exprimées en pourcentage et en milliers, comme vous voyez, il n'y a pas un quartier, que c'est le canton où on parle le catalan en Murcie, parce qu'il n'y a pas de données officielles. Mais on calcule que c'est environ 600 personnes qui parlent le catalan là-bas, toujours aujourd'hui. Si on observe ces données, la majorité des catalanophones qui ont le catalan comme langue maternelle habitent en Catalogne. Et ça fait 2,8 millions. Suivi par la communauté valencienne, 1 million. Après les îles Baléares, presque 400 000 personnes. Et dans le reste des territoires, les chiffres plongent. Dans la Catalogne Nord, c'est 35 000 personnes qui parlent catalan. Dans la frange d'Aragon, c'est 33 000 personnes.
En Andorre, c'est 26 000 personnes et à l'Alguero, c'est 8 000 personnes. La France de l'Aragon est la région avec le pourcentage le plus grand des gens qui les comprennent. C'est de 97,4% face aux 96,8% en Catalogne, 96,1% en Andorre, et voilà, vous pouvez les voir les données là. La France de l'Aragon est aussi la région avec le pourcentage les plus grands des gens qui parlent le catalan, avec un 89,4% face au, par exemple, 84,2% en Catalogne. Les pourcentages pour les gens qui peuvent l'écrire changent complètement, c'est les tendances qu'on vient de voir. Cette fois, il y a la Catalogne qui prend la tête avec un 68,4%, suivi par Andorre avec un 66,6% et les îles Baléares. Le reste des régions sont assez éloignées. Vous pouvez voir que c'est entre 2,8 dans les communautés valenciennes, 12,5 à l'Alguero, 3,4 à la France de l'Aragon. Et comment s'expliquent ces données? Ces données s'expliquent justement à cause de la situation légale, à cause de la situation légale du catalan dans ce territoire. Parce que le catalan est la seule langue officielle en Andorre, et Andorre est le seul pays qui n'a que le catalan comme langue officielle. Mais l'enseignement primaire et secondaire en Andorre peut être en anglais à l'école privée, ou bien en catalan, français ou en espagnol dans des écoles publiques. Le catalan est l'une des langues officielles en Catalogne, avec l'occitan ou la langue d'oc dans les Val-d'Aran. Le catalan fut interdit pendant la dictature entre 1939 et 1975 partout en Espagne. Exclu de l'éducation publique et des institutions officielles, les Catalans furent relégués dans la sphère privée. Avec la démocratie, la Catalogne a eu son statut d'autonomie qui a permis de changer la légalité du catalan, qui est devenu une langue officielle. Et après ça, on a pu créer des lois pour les protéger et les promouvoir. L'éducation publique en Catalogne aujourd'hui est plutôt en catalan, si bien existe la liberté d'enseignement qui permet que ce soit l'enseignant qui décide dans quelle langue il enseigne. Le catalan est la langue co-officielle aussi aux îles Baléares, mais il y a une tendance à dire qu'on n'y parle pas le catalan, mais les mallorquines et les menorquines, comme si les sous-dialectes étaient des langues. Depuis l'année 2013, on a changé le système éducatif, qui est devenu trilingue, espagnol, catalan, anglais, et le catalan a laissé d'être la langue de l'administration. Voilà pourquoi les données des gens qui peuvent écrire le catalan est plongé là-bas. Le valencien est la langue officielle de la communauté valencienne depuis 2006, avant c'était le catalan, mais on y a changé la dénomination et même créé une académie de la langue valencienne qui soutient la folklorique de valencien est une langue différente au catalan. La loi d'usage et d'enseignement du valencien de l'année 1983 met en place une ligne d'enseignement en valencien, c'est-à-dire les droits théoriques pour les parents de choisir une éducation publique et une situation d'immersion, mais en 2007, c'était jusqu'à 23,5% des élèves qui le suivaient. Le catalan est aussi une langue co-officielle à l'Alguero, sous le nom de dialecte alguérois, mais c'est une situation exceptionnelle en Italie, à tel point que ni l'éducation ni les médias sont en catalan là-bas. Par contre, c'est Òmnium Cultural ou Obra Cultural de l'Alguer qui s'occupe de promouvoir la langue et la culture catalane. En Aragon, la langue, le catalan avec l'aragonais, était dans la loi des langues de l'Aragon de 2009 par le gouvernement régional socialiste, et malgré que le catalan était reconnu comme une langue propre de l'Aragon, on lui a concédé un statut comme une langue officielle ou co-officielle. Ensuite, dans la deuxième loi des langues de 2013, par le gouvernement du PAR et PP, elle est renommée la PAO, qui veut dire langue aragonaise propre de l'Aragon oriental. Désolé, Vicky, le temps est écoulé. Merci, Romain. Alors, la deuxième communication menée par Mas Toro, je vais donner 10 minutes. 10 minutes? D'accord. Ya. Ya, je suis pas sûr que ça vous intéresse ou non. Ya. Nous allons présenter
notre communication dans le titre est représentation de Joko Widodo et de Prabowo Subianto en tant que candidat présidentiel en 2019 sur Balida Setcom et les Echo FR. L'élection présidentielle de l'année prochaine, chez nous en Indonésie, est entrée dans une nouvelle phase depuis 10 août 2018. C'est la dernière inscription pour les candidats. Finalement, Joko Widodo, Jokowi Aswasi Ma'ruf en tant que candidat à la vice-présidence et Prabowo Subianto Aswasi Sandiaga Uno. Oui, j'ai cité, on m'a cité Fair Love. Discourse is for me more than just language use. So, it is language use, whether speech or writing, seen as a high social practice. If we have Paul Chomsky, he said that discourse is how language reflects reality, how language creates reality, how language shapes our identities and interaction, and how language is used as tool to control people. CTA considère la langue comme un moyen puissant par lequel les idéologies, identités et cultures spécifiques deviennent dominantes dans une société. Et puis, les chercheurs du CTA estiment que les choix des interlocuteurs reflètent leurs intentions, leur idéologie et leurs pensées. Ensuite, c'est un moyen efficace pour polariser la société. Les analystes du discours critique identifient et étudient des domaines spécifiques tels que l'injustice, l'inégalité, le racisme, le danger, la souffrance et les préjugés, etc. La langue et la société. La langue se connecte au social, oui, tout le monde. Nous avons que la langue se connecte au social en tant que le domaine principal de l'idéologie et en tant à la fois un site et un enjeu de lutte pour le pouvoir. L'idéologie a été appelée la base de représentation sociale des groupes ou d'une certaine personne. Dans la version psychologique du CTA développée par Dan Van Dijk et Rudoda, on suppose que l'idéologie constitue une interface socio-cognitive entre les structures sociales et les structures discursives. Le pouvoir des médias de masse. Les médias de masse ont un impact indiscutable sur l'opinion publique et ils constituent un endroit où plusieurs groupes sociaux se battent pour le pouvoir. Les institutions de médias prétendent souvent être impartiales et offrir la perception et les arguments de ce qu'ils prennent comme sujet. Selon Suciman et Sus, les médias prennent trois mesures pour construire la réalité. D'abord, c'est la sélection des symboles, la sélection des faits et la volonté de fournir une place dans les médias. Problématique. Comment Jokowi et Prabowo sont-ils présentés sur les deux médias en ligne, Balika Setcom et les Echo FR?
quels médias sont-ils transmis aux lecteurs par les deux médias en ligne au-dessus dans les perspectives politiques et économiques du modèle City et Van Leeuwen. Méthode de recherche, source de données, voilà, je vous ai dit, les deux médias de masse en ligne. Tadi Gazette, c'est un média de tourisme, et voilà. Les séjours FR, c'est un quotidien de l'économie et de finance, de finance. Donc ce ne sont pas les médias politiques, mais ils ont oublié, les journalistes, dans certaines périodes, ont oublié des articles politiques. Ça nous intéresse. Oui. Nous avons trouvé 3 titres dans Bali Gazette, mais ici, nous avons analysé 3 titres. Et sur les séjours FR, on a seulement trouvé un titre. Oui, là. D'accord. Oui. Selon Van Leeuwen, le thème représentation dessine la manière dont une personne ou un groupe ou une idée est affichée dans les publications des médias. En ce qui concerne cette représentation, Van Leeuwen, dans son cadre, s'appuie sur des éventuels sociosémantiques et sociogrammaticales. Selon lui, il y a 3 types de transformation. Ce sont la suppression, le réarrangement et la substitution. Voilà le résultat. Voilà. Dans la table 1, le titre Guerre électorale en liste pour la présidentielle de 2019. Jokowi et Prabowo sont présentés comme ça, comme dans la table suivante. C'est Jokowi, inclusion, ça veut dire Jokowi est présenté sur le média à peu près 4% plus, et Prabowo 3%. Exclusion, ça veut dire les 2 acteurs sociaux, Jokowi et Prabowo, sont exclus. Mais il y a 2 types, suppression, c'est tout à fait, ils ne sont pas là, dans la masse, dans le média, ils ne sont pas là, ça veut dire qu'ils ne sont pas présentés ou discutés. Désolé. Conclusion? Ok, conclusion bientôt. D'accord. Voilà, conclusion. D'après le choix des 3 types de transformation dispositifs, on pourrait conclure que Bali Gazette et les séjours FR ont présenté mieux ou positivement que Prabowo Subianto. Donc les médias de masse ne sont pas stériles de la vie politique. Dans la perspective sémiologique sociale de Van Leeuwen, cela signifie que les 2 journalistes favorisent au soutien Jokowi de gagner l'élection présidentielle l'année prochaine pour certaines raisons, soit politiques ou économiques. Merci. Merci. Dans la 3e. Monsieur le modérateur, Monsieur Moutoro, aujourd'hui nous allons montrer notre recherche scientifique dans notre établissement qui s'intitule La rôle des ressources culturelles officielles au sein de la diplomatie culturelle française à la région Banyumas.
Dans ce cas-là, cette recherche est vraiment particulière parce que nous estimons sur la situation géographique de la région de Banyumas. Dans ce cas-là, la région de Banyumas se trouve dans deux cultures mélanges, c'est la culture javanaise et la culture soudanaise. Voilà. Sur l'arrière-plan, je vous montre sur la diplomatie culturelle. Maintenant est un thème canonique qui met en lumière important de la culture dans la compréhension de l'explication des phénomènes politiques et stratégies internationaux. Cela veut dire que la diplomatie culturelle, c'est une stratégie étatique qui n'utilise pas de nombreux gouvernements aujourd'hui. Et pour la problématique, nous allons montrer quelle action diplomatique à travers la culture française à la région de Banyumas. Voilà, en utilisant la théorie de Henry qui affirme que l'action culturelle maintenant utilise par les États et puis Delanoë maintenant explique de la quatrième dimension sur la politique extérieure après les années 1960 que la politique, la militaire, l'économie et la diplomatie culturelle qui implante par les grands gouvernements comme la France, les États-Unis et la Grande-Bretagne. Pour la méthode de recherche, on utilise la méthode descriptive qualitative et voilà, nous allons montrer le résultat de discussion par des images. Cela veut dire que l'action dans la diplomatie culturelle française à la région de Banyumas par la création de Warung Prancis. Qu'est-ce que c'est le Warung Prancis? Warung Prancis, c'est un établissement qui est créé par la coopération internationale entre l'ambassade de France et l'université. Aujourd'hui, il y a vers de 34 universités qui font des coopérations pour créer Warung Prancis. Cela veut dire que Warung Prancis est un établissement autonome pour promouvoir la culture et la langue française. Dans ce cas, on trouve le Warung Prancis Unsur maintenant faire la coopération linguistique dans l'organisation sur l'examen du DEL à Purwokerto. Nous pensons que par la coopération, on peut améliorer de la connaissance ou bien de la capacité linguistique sur le français. Voilà. Et en bref, nous montre le résultat grâce à la coopération entre l'ambassade de France en Indonésie, qui a promouvoir la culture et de la langue française par le programme de Warung Prancis qui a fondé en 2012. La valorisation de la langue française à cette région est bien implantée. Voilà, merci pour notre présentation. Merci Madame Tertuti. Je vais vous poser une question. Quand on parle de Jakarta, à quoi pensez-vous? Pardon? Ça c'est négatif. Hein? Est-ce qu'il n'y a pas de... Oui. Alors, Alix. Pardon? Pardon? Ah, Guadeloupe. Bon, d'accord. Pardon? Le port. Ah, c'est Tanjung Priok, etc. Encore? Monument national, oui. Alors voilà, ça c'est le monument national, oui. Est-ce que vous pensez à un autre, je ne sais pas, vous avez une idée positive, hein, j'espère, c'est pas les embouteillages, c'est pas la pollution là,
le monde comprend très bien, tout le monde connaît. Hein, Jakarta, ce n'est pas un lieu agréable. Mais quand on parle de Jakarta, regardez, voilà. Là, il y a Jakarta. Ondel-ondel, c'est la danse. C'est la danse traditionnelle de Jakarta. Alors, est-ce que vous savez qu'à Jakarta, à peu près, il y a... ça, c'est d'après l'interview avec le personnel du ministère du tourisme à Jakarta. Alors, il y aura il y a à peu près 5 873 touristes francophones. Les francophones, quand je dis touristes francophones, ce n'est pas seulement les Français, parce qu'il y a des Canadiens, il y a d'autres nationalités, il y a des Marocains, il y a des Tunisiens. Ouais. Ça, c'est un nombre intéressant. C'est un nombre intéressant. Bon, il y a des touristes francophones à Jakarta. Alors, je pense, quand on parle de tourisme, il faut penser aussi les facteurs soutiens, par exemple les infrastructures, et puis il y a l'accommodation, restaurants, etc. Mais souvent on oublie les guides touristiques. Après avoir, c'est pas analysé, après avoir observé, après avoir cherché, après avoir documenté, nous avons trouvé plus de guides touristiques en anglais qu'en français. Pourtant, le nombre de francophones qui sont à Jakarta est important. Alors, c'est la raison pour laquelle que notre recherche est effectuée. Et nous allons élaborer un guide touristique à base, valeur culturelle. Parce que quand on parle de Jakarta, ce n'est pas toujours les boutiques. Si vous allez à Jakarta, vous pouvez trouver des grammaires de France. Non, c'est pas ça, hein, parce que après avoir interviewé certains Français, mon respondant dit ce n'est pas le magasin qui les intéresse, non. Ça va, voilà. Là, pourquoi le guide touristique? Le guide touristique, c'est en fait, c'est ici c'est un livre qui contient des informations importantes. Non seulement informations sur la ville, mais aussi des sites touristiques, qui peut aider les touristes à découvrir. Ça va? Bon, c'est pour ça nous avons fait ici pour la méthodologie. Alors, pour la méthodologie, ça c'était une recherche, research and development, c'est bord égal. Et ça, il y a un espace, mais c'est séparé, ce n'est pas un projet, mais bord égal. C'est 2003. On a fait une interview et une enquête, c'est analyse des besoins. C'est auprès de 15 touristes francophones. Et ils n'étaient pas tous français, mais il y en a 2 qui étaient français, et puis canadiens, belges, tunisiens, marocains. C'était au total 15 répondants. Et après avoir fait l'analyse des besoins, nous avons développé la découverte du résultat. Et là, excusez-moi, c'est court, hein? J'essaie d'être bref. Hein? Oui, ça va. Et il n'y a pas de cadre théorique parce que je pense que peut-être analyse de besoin. Hein? Et puis après, nous avons validé les contenus. Oui. Nous avons envoyé pour l'enquête, c'est 5 étudiants pour chercher des francophones. Mais c'était un travail intéressant pour les Français, pour les étudiants, parce qu'ils ont eu aussi des contacts avec eux. Et après, vous allez voir l'analyse des besoins, le résultat. Et après,
Après avoir ça, nous avons rédigé ça s'appelle un draft. Je pense que ce n'est pas vraiment un guide, mais c'est un draft. Et on a déjà validé ce draft en demandant à un prof du tourisme à Belgique, parce que nous avons aussi le département de tourisme à Belgique. Et d'après leur lecture, il y avait, par exemple, la narration était très longue. Oui, c'est ça. Et puis, les photos n'étaient pas intéressantes. Et on a essayé d'améliorer ça, de corriger ça. Et puis, voilà le résultat de la liste des besoins. Oui. Je pense. Voilà, il y a le tourisme culturel. Oui. Les Français ils ont préféré le tourisme culturel. Ça veut dire visiter des patrimoines, voir des danses traditionnelles. Pas aller au centre commercial. Pourtant, à Jakarta, on peut en trouver beaucoup. Ça va? Parce que Jakarta a plus de 25 centres commerciaux. Et ça n'intéresse pas les Français, les francophones. Voilà le type de tourisme. Le tourisme culturel, ouais, ici, c'est le pourcentage, c'est 98,30%. Et puis il y a le tourisme naturel, et puis il y a le tourisme éducatif et le tourisme social. Ça, ce sont des questions qu'on a posées aux francophones. Voilà. Et nous avons aussi, oui, bon, je pense que oui, parce qu'il y en a beaucoup, oui, ça, je pense que ce n'est pas important. Voilà. Et nous avons envoyé des étudiants pour collecter des informations sur les sites touristiques, mais nous avons envoyé plus de 40, mais nous avons trouvé 30. Parce que, par exemple, là, quand les étudiants sont allés à l'église, l'église était en travaux. Ça veut dire, là, ils ne pouvaient pas entrer, ils ne pouvaient pas poser des questions. Et quand on est allé... Désolé, madame Diane, il reste 2 minutes. 2 minutes, alors. Là, je ne suis pas brève, j'ai pensé que je suis brève, rapide, en fait non. Voilà, ça c'est un exemple des photos de sites touristiques, mais valeur culturelle, il y a Situ Babakan. Et puis bon, on a pris ici comme exemple seulement 2, et Situ Babakan, et l'autre c'est... Situ Babakan, c'est bon? Est-ce qu'il y a d'autres photos? Voilà, monument national. Ça c'est intéressant, Situ Babakan, monument national, et nous avons aussi par exemple des musées, il y a musée Wayang, musée cerf-volant, etc. Bon, merci beaucoup, merci pour votre attention. Merci Madame Diane. Alors, le dernier. Merci beaucoup à Toro, comme modérateur. Bon, permettez-moi de parler aujourd'hui dans cette séance. Je ne parle pas sur le français, je ne parle pas sur l'enseignement de français, mais je vais bien parler sur la méthodologie, surtout la méthodologie dans l'analyse de l'histoire. Parce que, comme vous savez que la France, nous connaissons la France pas seulement la langue, mais aussi la philosophie et puis la méthodologie de l'histoire, etc. Bon, le titre
ma présentation aujourd'hui, c'est l'importance de l'approche thématique dans les œuvres historiques. Bon, les fondateurs des Annales, vous comprenez que les Annales, c'est un groupe d'historiens qui existe en France dès 1929, n'étaient pas satisfaits aux membres des écoles méthodiques qui ont fondé les écoles historiques pendant l'ère de la Troisième République. Le problème, c'était les limitations des œuvres historiques qui étaient basées sur les archives statales. Leopold von Ranke, un historien allemand, a la permission venant du gouvernement de profiter des archives du gouvernement. Pour lui, il n'y a pas d'histoire s'il n'y a pas d'archives. Donc, la conséquence de cette sorte de l'histoire, les historiens écrivent l'historiographie sur l'histoire de grands hommes, l'histoire politique et l'histoire événementielle. Ranke a donné le nom de son groupe l'école positivistique. Le sens de l'école positivistique, c'est-à-dire le contraire de l'école spéculative. Ranke a dit que l'État était l'idée de Dieu, ou Vox Dei, parce qu'il y avait tant d'archives dont les recherches des œuvres historiques pouvaient profiter des archives statales. Je ne parle pas sur Lucien Febvre, Marc Bloch et Bertrand Brodel. Ce sont les fondateurs des Annales en France. Mais je vais parler sur les critiques pour les écoles méthodiques fondées par Leopold von Ranke, les historiens allemands. Ranke a donné le nom de son groupe, comme je vous ai dit, l'école positivistique. La conséquence de cette position, il y avait beaucoup d'historiographies qui parlaient sur les traités, les guerres, l'histoire politique ou l'histoire de grands hommes. Et il y a une devise des Annales qui a dit l'histoire de grands hommes et des autres faits, l'histoire événementielle. Cet événement devenait la moquerie des historiens français qui étaient groupés dans l'école des Annales. Les œuvres historiques qui ont suivi ces méthodes existent jusqu'à présent. Cette sorte de méthode historique a pour but de construire la nationalisation des élèves. Si vous voulez bien regarder les œuvres historiographiques en Indonésie, il y a beaucoup de livres historiques qui sont basés sur l'approche événementielle, c'est-à-dire étape par étape. Et ce que je vous propose ici dans cette séance, il faut changer la méthodologie avec la méthodologie thématique. Donc, pour favoriser la méthodologie thématique, on a besoin de l'aide de la théorie. Bon, les Annales, le groupe des Annales est né en 1929 à Strasbourg. Ils se sont groupés dans la forme d'un journal intitulé Les Annales d'histoire économique et sociale. On connaît comme le groupe des Annales fondé par Lucien Febvre, 1878 jusqu'à 1956, et Marc Bloch, 1886 jusqu'à 1944. Ce groupe est connu comme la Nouvelle Histoire, ou New History en anglais. Les historiens des Annales ont donné beaucoup d'attention, pas aux grands hommes comme les historiens de l'école méthodique. Ils ont quitté l'histoire politique.
et changent leur attention à l'histoire de la société. Leurs intérêts sont aux sociétés. L'histoire n'était plus le propriétaire des grands hommes ou plutôt des politiciens. On peut analyser presque toutes les activités des êtres humains. D'après les annales, ce qui est important, c'est de trouver la mentalité de la société. Les intérêts des annales sont la structure de la société, l'économie, la structure de la conjoncture, mentalité, l'histoire totale et l'histoire de longue durée. Les critiques au principe des annales. Bon, les annales, comme vous savez, il y a beaucoup de modernisation sur la méthodologie, surtout posée par postmodernisme, posée par François Lyotard. Le postmodernisme de François Lyotard a attaqué le principe des historiens, particulièrement l'utilisation des archives. Lyotard a un principe que tous les mots qui existent dans les archives sont les jeux de mots et ne reflètent pas la réalité. C'est très important. C'est pourquoi il n'y a pas la différence entre une œuvre de fiction et une œuvre historique, parce qu'il n'y a pas de réalité dans les archives. Ce sont les opinions de postmodernisme posées par François Lyotard. Mais le historien anglais Peter Brook, après avoir reçu la critique venant de Lyotard, il a constaté que les archives n'ont pas les réalités elles-mêmes, mais il y a toujours la relation entre les archives et la réalité. Il vous reste 3 minutes. Ok, d'accord. Merci. Et bon, ce qui est important, il y a deux types de l'histoire. La première, c'est l'histoire spéculative. Il y a deux types d'histoire spéculative, l'histoire narrative et l'histoire descriptive. Narrative est posée par Anker Smith et pour l'histoire descriptive est posée par Aldous Huxley. Et ce qui est important, ce que je vais proposer aujourd'hui, c'est-à-dire l'histoire thématique. Pour faire une analyse de l'histoire thématique, on a besoin de l'aide d'autres sciences comme la sociologie, anthropologie, psychologie et d'autres sciences. Et comme la conclusion, l'histoire thématique ou l'histoire analytique, de temps en temps, devenait une approche convenable pour analyser tous les phénomènes dans la société, parce qu'on a besoin de l'aide des sciences sociologiques, anthropologiques, psychologiques et d'autres sciences. Ok, merci beaucoup. Merci, M. Jago. Non. Comme c'est un projet de faire un guide touristique qui est très intéressant pour les Français. Et puis, nous, on a travaillé avec Dinas Pariwisata de Yogyakarta. Et puis, à ce moment-là, il y a un monsieur qui a travaillé très bien avec l'Institut français. Et puis, l'Institut français de Yogyakarta, à ce moment-là, c'est pas encore IFI, mais on dit LIB. Donc, c'est vraiment un centre là où on peut accéder à beaucoup de choses. Ça veut dire qu'un lieu pour des touristes, un lieu pour des Indonésiens. Donc, nous, on a des projets pour faire un bouquin. Donc, nous, on partage. Ok. Donc, ma question c'est, je ne sais pas, est-ce que avec le projet que vous avez fait, est-ce que vous pouvez, améliorer, les visites des touristes francophones à Jakarta
ou comment ça, parce que c'est un peu dommage, les touristes francophones, ils visitent que, comment ça, Bali, Jakarta, mais pas Jakarta, parce que Jakarta, c'est, comment ça, c'est très intéressant, mais c'est un peu dommage s'il n'y a pas l'idée pour donner, comme ça, au gouvernement, département à Jakarta pour partager avec votre faculté ou avec les élèves. Donc, comme ça, on peut faire beaucoup de choses, on peut améliorer la visite des touristes, surtout pour Jakarta. Parce que, j'ai marqué que dans la liste des séjours, il met que Bali, Java, mais pas Jakarta. C'est un peu dommage. Donc, merci. Tadi que l'intervenant va vous répondre directement. Si vous voulez, pas donc bien. Merci, madame. Oui, on est heureuse d'entendre de votre nouvelle information. Oui, on a besoin de travailler ensemble avec vous. En fait, ce que madame a dit tout à l'heure, on n'a pas encore fait une guide pour Jakarta. Alors tout à l'heure, madame Tian, oui, on a fait on va faire le guide basé sur les types de tourisme. Et alors on a trouvé ça, il y a 7 types de tourisme en progrès que Mme Diane a dit tout à l'heure. Il y a le tourisme religieux, il y a le tourisme social, politique. Et alors on a trouvé, après avoir documenté, et alors la plupart, ça c'est le tourisme culturel. C'est pourquoi, après ça, on est allé chercher et on a trouvé à peu près 30 lieux touristiques. Oui, voilà, basés la théorie de culture, quoi. Et alors, on va essayer maintenant de faire tout ça, le guide pour... oui, peut-être maintenant c'est le programme, ça veut dire le piste, mais après on va continuer le guide, ça c'est pour le reste. C'est ça. Est-ce que c'est répondu? Oui? D'accord, merci. D'accord. Ah oui. On a aussi demandé ou bien travaillé avec le département du tourisme parce que là-bas aussi, il y a un ex-étudiant qui travaillait là-bas et elle était vraiment contente de savoir ça. Alors, oui. Bon, alors, j'aimerais le dire, c'est faute de temps, ça c'est une recherche collaborative avec le département de tourisme à Belgique et puis le département d'allemand et le département d'arabe. Et nous avons avancé aussi le ministère du tourisme à Jakarta. Parce que sans eux, sans lui, on ne peut pas avoir des informations. Nous avons trouvé en fait plus de 30, oui, mais puisque notre objectif c'est de faire un guide à valeur culturelle, on a éliminé par exemple Ragunan, le zoo, on a éliminé Tamouni ici, oui, mais on a éliminé par exemple les centres commerciaux, bien sûr, et il y en a quelques-uns. Ça va, bon, je pense. Merci pour votre question. Merci. Alors, vous avez une bonne question et vous avez aussi une bonne réponse. Donc, deuxième question. Vous, madame, s'il vous plaît. Merci. Monsieur le professeur de UNES, Universitas Negeri
Samara. Bonjour monsieur. Ma question est très brève. Après avoir analysé votre recherche, vous avez trouvé quelques résultats. Ma question est, est-ce qu'après, selon les résultats, est-ce que vous avez, comme entre M. Joko Widodo et M. Prabowo, lequel sont la grande opportunité de gagner l'élection présidentielle, d'après votre analyse? Merci. Merci madame. Je ne suis pas une analyse politique, je suis professeur de français. Mais personnellement, parce que d'après les médias, ils ont la tendance de oublier les succès de Jokowi pendant son pouvoir. Donc, je prie pour lui, qu'il va gagner pour l'élection présidentielle l'année prochaine. C'est tout. J'espère que vous êtes satisfait de ma réponse. Merci madame. Joko, je trouve que tout à l'heure vous avez formulé une problématique effectivement extrêmement importante. Dans quelle mesure acceptons, avec les connaissances qui sont les nôtres maintenant, d'avoir une histoire qui est fabriquée, disons, d'avoir un roman national. De ce que vous proposez, c'est la démystification de l'histoire avec, disons, les théories sorties de l'école des annales, qui a elle-même largement produit, disons, le discours postmoderne. Mais dans un pays comme l'Indonésie, peut-on se permettre de démystifier l'histoire, ou faut-il continuer, disons, à la mystifier au nom de la création d'un roman national dont on a besoin? A-t-on besoin de symboles pour renforcer l'unité nationale de l'Indonésie, ou faut-il vraiment tout démystifier avec disons, les techniques analytiques de la nouvelle histoire? Voilà ma question. Bon, merci beaucoup de votre question, M. Jean Couteau. Oui, je suis historien à l'université et mon travail, c'est-à-dire, c'est pas seulement enseigner l'histoire et aussi la langue française, mais aussi de faire la recherche sur l'histoire. Bon, ce qui est important, c'est-à-dire le but de l'écriture ou de l'histoire que l'on va faire, c'est-à-dire les auditeurs. Qui sont les auditeurs? La première fois, comme je vous ai dit, qu'il y a deux catégories d'histoire. La première fois, c'est catégorie d'histoire spéculative. Il y a deux sortes d'histoire spéculative. C'est l'histoire narrative et l'histoire descriptive. L'histoire narrative, c'est on doit avoir les données complètes. Sinon, on ne peut pas faire l'histoire narrative et aussi l'histoire descriptive. Donc, dans ce type d'histoire, on n'a pas besoin de la théorie. Et puis la deuxième, c'est l'histoire thématique. Pour pour créer une œuvre historique, on doit utiliser la théorie. Quelle théorie? Ça dépend de notre donnée. Bon, comme pour répondre à votre question, et maintenant ça dépend du groupe pourquoi faire on écrit l'histoire. Par exemple, pour les étudiants, pour les lycéens par exemple, la méthodologie qui est très convenable pour les lycéens,
c'est-à-dire l'histoire narrative. C'est très difficile pour les lycéens pour comprendre l'histoire thématique. Donc, comme vous avez demandé tout à l'heure, que par exemple, pour l'unité nationale, par exemple, bon, ce qui est important, c'est-à-dire on doit montrer comme par exemple le Sumpah Pemuda, par exemple. Bon, dans cet événement, les jeunes se regroupaient pour proclamer une réunion. Mais cet événement sont passés à 1828. Et maintenant, la condition est tout à fait différente. Presque tous les tribus font bien de séparer de notre république. Donc, il faut la participation des historiens pour persuader les gens, les érudiciens, surtout des jeunes, pour savoir que l'idée de la nation, de l'unité est très importante dans notre République. C'est ça. Vous voulez bien ajouter? C'est là qu'il doit y avoir un équilibre entre l'aspect politique, la création d'un ordre national, et l'aspect, j'allais dire, connaissance, à propos de laquelle on étudie, disons, on va plus près des réalités sociologiques, économiques, analyse du discours dans la durée historique, mais l'aspect politique reste toujours prégnant, toujours présent. C'est ce que vous me dites, si je ne me trompe. Oui, vous avez raison, monsieur. L'aspect politique peut changer tous. Par exemple, bon, quand il y avait l'élection présidentielle en 2014, une télévision a annoncé que ce n'est pas Jokowi qui a gagné l'élection, mais c'est d'autres candidats qui ont gagné en ce moment-là. Et puis d'autres télévisions ont proclamé que c'est Jokowi qui a gagné. Donc, si on ne prend pas attention aux données en ce moment-là, c'est très dangereux. Si on n'a pas comparé avec d'autres nouvelles ou d'autres données, ce qui est important ici, c'est intertextuel, c'est-à-dire entre un donné et d'autres données. Donc, l'approche anthropologique est très importante dans ce cas-là. Et tout ce qu'on sait maintenant, c'est-à-dire que la télévision en ce moment-là, un certain télévision en ce moment-là, n'ont pas dit la vérité. C'est ça, c'est du point de vue politique. Donc la politique peut changer tout. Mais comme historien, il faut faire attention et faire la comparaison entre l'une donnée et d'autres données. Merci. Merci, Lina, pour votre question. C'est la particularité d'enseigner pour votre temps. C'est très unique pour moi. C'est d'après mon expérience. Là-bas, il y a la langue, ce n'est pas la langue, mais le dialecte. Le dialecte typique s'appelle Hapak. Une terminaison de K.
Mais dans ce cas-là, on doit promouvoir la langue française. Quel est l'avantage quand on apprend de cette langue? Parce que Banyumas, c'est une région qui se trouve au loin de la capitale grande région, par exemple Jakarta ou bien Jakarta. Cela veut dire qu'on trouve rare des francophones, des locuteurs francophones, et puis sur la culture, on ne touche pas sur la culture française. Donc, notre stratégie, on utilise de s'approcher de la langue française avec la langue javanaise. Par exemple, quand on prononce le Bergedel, il y a le mot Fidel. Ça c'est pour, on cherche beaucoup de stratégies comme pour les javanais qui est plus facile de capter sur l'avantage d'apprendre le français. Voilà. Merci. Ok, merci Pak Ahmad Sugiarto. Bon, votre question. D'après moi, si vous savez les archives, et puis vous écrivez une œuvre historique, et puis d'autres personnes ont de même archives. Et puis il a écrit aussi l'histoire basée sur les mêmes archives. Le résultat est différent. C'est sûr. Parce que ça dépend de l'expérience de l'écrivain. Mais ce qui est important, c'est-à-dire pour chaque historien, il doit essayer de limiter la subjectivité dans son œuvre. Voilà. Mais il peut la limiter uniquement s'il la connaît. Oui, bien sûr. Bon, et aussi, pas seulement ça, mais aussi la théorie ou la méthodologie l'on utilise, ça peut aussi donner des résultats différents. Par exemple, si vous utilisez la théorie de structuration de Giddens, par exemple, on doit parler sur l'agent et agency, et puis structuration, le procès de structuration, etc. Mais si vous voulez bien parler sur la théorie par exemple, la théorie de Bourdieu, par exemple, vous voulez bien, vous devez utiliser les symboles, et puis la stratégie, l'habitus, etc. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire pour garantir l'objectivité? Comme vous le savez, chaque historien a sa propre pensée, a sa propre école. Ouais. Oui, d'accord. Bon, oui, bien sûr, il n'y a pas de science absolue. Hein? Pas de science absolue. Chacun a son droit de d'écrire, n'est-ce pas? Mais ce qui est important pour les historiens, c'est-à-dire la validité des archives que l'on utilise. Les archives. Sinon, bon, on peut jeter. Voilà. Merci. Non, merci Madame. Et bien, votre question? Est-ce que vous avez pas? Merci. Moi, je m'intéresse à l'histoire thématique comme M. Joko a déjà expliqué. D'abord, l'histoire thématique, comment, si par exemple, on enseigne pour les étudiants, parce que vous avez dit c'est difficile, si je ne suis pas trompée,
Alors, pour faciliter l'histoire thématique, comment est-ce qu'on peut enseigner pour les étudiants? Ok, bon, merci Ibu Dian, Ibu Amali, oui. Bon, bon pour les lycéens, on peut garder la méthodologie narrative. Parce que le résultat, c'est pour, par exemple, pour construire la nationalité, etc. Mais il y a une anecdote. Dans les livres d'histoire des lycéens, il y a beaucoup de guerres. Et c'est la raison pourquoi les lycéens aiment bien se battre l'un contre l'autre. C'est la critique pour parce que dans l'histoire des livres pour les lycéens, il y a toujours la guerre. Yeah? Par exemple, la guerre de Diponegoro, la guerre, la révolution, etc. Pour l'histoire thématique, c'est pas pour l'enseignement de la langue, de l'histoire. L'histoire thématique, c'est surtout pour la mémoire finale des étudiants, surtout pour les étudiants de S1 ou S2 ou S3. Bon, c'est pas la peine d'utiliser la méthodologie narrative ou descriptive pour les étudiants de postgraduate. Non. Yeah. Parce que c'est difficile. On doit appliquer la théorie. Voilà. Merci. S'il vous plaît. Mais là, je voudrais savoir, pas encore, mais vous avez dit dans l'histoire, il y a beaucoup de guerres. Mais c'est ça dans l'histoire. Par exemple, l'indépendance de Tunisie, mais qu'est-ce qu'on doit donner à nos élèves? Si ce n'est pas la guerre, c'est toujours les guerres. Guerre pour le Goro, guerre pour tout. Ok, vous Diane. Oui, vous avez raison que dans les livres d'histoire pour les lycéens, pas seulement les guerres, il y a aussi le mouvement national, par exemple, commencé par le Dutomo, etc. C'est pas la guerre. Et aussi, Sumpah Pemuda, n'est-ce pas, pour déclarer les trois principes, c'est-à-dire satu nusa, satu bangsa, et puis bendera putih, et aussi Indonesia Raya, l'Indonesia Raya. Et donc, c'est pas la guerre, n'est-ce pas? Ce qui est important, c'est-à-dire, autrefois, dans le noyau de Sumpah Pemuda, c'est-à-dire les jeunes veulent bien de se réunir ensemble pour former un mouvement national contre le colonialisme. Mais maintenant, la condition est tout à fait différente. Yeah? Ok, merci. Merci, Joko. Aurélie? C'est très intéressant, monsieur Joko. J'ai des questions. Premièrement, c'est le thème thématique, l'histoire thématique. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que, à mon avis, toutes les histoires, il y a un thème, n'est-ce pas? C'est tout à fait nouvel pour moi. Et deuxièmement, c'est comment faire validité des aspects que vous avez expliqué tout à l'heure. Merci. Ok. Merci, Pak. L'histoire, c'est-à-dire toutes les activités des êtres humains dans le passé. Et puis, jusqu'à maintenant, il y a beaucoup d'œuvres historiques qui sont basées en certains thèmes, un certain thème, mais limité par le temps. C'est ça.
Et mais si vous parlez sur le thème, vous pouvez, comme la limite de ce thème, c'est pas la périodisation, mais le temps humain. C'est ça. Parce que le thème, on peut limiter par trois choses. La première, c'est l'espace, et puis la période, et la troisième, c'est le thème lui-même. Merci. Encore des questions? Non? Non, je voudrais profiter du temps. Je vais poser des questions à vous. D'abord, c'est pour ma collègue asiatique. Je voudrais transmettre ma proposition. Donc, je vous propose de créer le dialecte français par Massa. Ou bien, la question est, quels sont donc les caractères spécifiques de la diplomatie culturelle française à Banyumas? Merci, M. Dora, pour votre question. Quelle est la spécialité de diplomatie culturelle à la région Banyumas? Par exemple, on va faire le jeu de rôle, par exemple, on utilise le thème de l'histoire de Napoléon Bonaparte qui vient à Java, par exemple, et puis il y a les autres personnages peut-être qui viennent de Banyumas, par exemple de l'héros de Suleiman, et puis peut-être on va faire aussi sur on va faire la cuisine sur la spécialité gastronomie de Purwokerto avec ingrédients de français, par exemple. C'est cordon bleu avec par exemple de tout, blablabla. Merci. Alors, ma deuxième question, c'est pour Madame Liliane et Madame Amalia. Donc, le guide touristique est tellement important pour les touristes francophones visitant Indonésie, notamment Jakarta. Donc, la question est à qui ce livre s'adresse? Aux élèves, ou bien aux guides touristiques, ou bien aux touristes? Ensuite, quelle est donc la contribution positive de ce livre à la formation des guides professionnels? Merci. La contribution positive de votre livre à la formation des guides professionnels. Merci. La première question. C'est aux francophones à Jakarta. Quand on dit francophone, ce n'est pas toujours le français, mais aussi là, il y a des gens qui travaillent à Jakarta. Par exemple, à l'IFI, il y a des Français. Et puis dans d'autres ambassades, peut-être, Canada, il y a aussi des gens qui parlent français. Francophone, c'est les gens qui peut-être habitent à Jakarta, ou bien qui travaillent à Jakarta, ou bien qui viennent à Jakarta pour visiter Jakarta. Voilà, c'est ça. Francophone, oui, c'est ça. On n'a pas choisi ce guide, c'est pour, par exemple, les jeunes, non. Mais oui, c'est pour les touristes. Merci. D'autres questions, Ibu, si on parle sur les pays francophones ou la francophonie ou francophone, il y a beaucoup de définitions. Bon, c'est par exemple, comme nous ici, est-ce que nous sommes francophones ou non? Parce que la définition de francophone est très large. Bon, il faut limiter quel est le sens de francophone dans votre œuvre.
C'est ça, ce qui est important. Donc, comme le mot la culture, par exemple, il y a beaucoup de définitions de la culture, mais aussi la francophone aussi. Il faut préciser. Okay. Merci. Merci. Donc, alors c'est fini pour aujourd'hui. On se tient à